Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Pas de répit pour les fossoyeurs pour enterrer les morts du Covid en moins de 48 heures. Les grandes communes sont obligées d'enterrer leurs morts même le dimanche. Ils sont en première ligne pour évacuer les patients covidés. Immersion au sein de la brigade des pompiers de FAA où la fréquence des interventions a légèrement diminué. Et pour mieux s'armer contre le variant Delta, les primo-vaccinaux Johnson vont devoir se faire une deuxième injection au Pfizer. Un troisième vaccin Pfizer sera également nécessaire pour les plus de 65 ans. On vous explique pourquoi dans un instant. Et puis un anniversaire, l'Amérique rend hommage aux victimes des attentats du 11 septembre 2001. Des Polynésiens y étaient. Vous allez entendre le témoignage poignant de l'un d'entre eux, Moetai Broderson. Enfin, pour terminer, découvrez Scanos, un sans-abri de Papeete devenu célèbre sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos TikTok. Agressé la nuit dernière, ses compagnons témoignent de sa bonne humeur. Mais avant d'aller plus loin, les centaines de victimes que le variant Delta a emportées le mois dernier ont bouleversé les habitudes des fossoyeurs. Les personnes décédées de la Covid devant être inhumées en moins de 48 heures, certaines communes, comme Papeete, ont décidé d'ouvrir les cimetières le dimanche. Le reportage de Théophane Teritois et Marcel Bonneau. Ici, on ne compte plus les heures. Avec 70 inhumations depuis le 10 août, les fossoyeurs travaillent d'arrache-pied pour répondre aux besoins des familles endeuillées. On est en train de faire les préparations pour les défunts des deuils. Pour aujourd'hui, on en a 4. Là, on a fini de préparer. Maintenant, on va attendre pour pouvoir faire les enterrements. On ne compte plus les heures. La journée, même dans la soirée, quand on dort comme si on est toujours dans le travail. Pour le moment, on a fait l'opération de l'exhumation du grand-père du défunt. Et là, on va préparer tout ce qui est pour sceller le caveau. Avec tout ce qui se passe, on est obligé, on ne peut pas reporter pour 2 jours après, 3 jours après. Ça va être encore plus dur pour les travailleurs. Avec l'augmentation des décès liés au Covid, Alexandre Bernier n'a pas d'autre choix que d'ouvrir le cimetière le dimanche. Pour le week-end, on a fait 2 groupes d'agents, c'est-à-dire dans un groupe, il y a 4 agents. Une équipe est mobilisée le week-end, mais en cas de besoin, on fait venir la deuxième équipe qui reste d'astreinte. Le dimanche, c'est uniquement pour les personnes qui ont été infectées au Covid. Et comme on est limité sur 48 heures, donc eux, ce sont ceux qui sont inhumés le dimanche. Ce qui peut être reporté, on le reporte. Ouais. Ici non plus, pas de repos pour ces 3 employés qui travaillent 7 jours sur 7. D'habitude, ils font 110 enterrements par an en moyenne. Depuis début août, il y en a déjà eu 70. Quand on voit la douleur des familles, on ne peut pas s'empêcher de compatir et de travailler. Nous sommes un service public avant tout. Donc le samedi et le dimanche, nous avons ouvert aussi pendant la période dégradée. Depuis le début de la crise, la Polynésie a décompté 551 décès liés à la Covid. Pas de répit non plus pour les soldats du feu qui ont vécu le mois d'août le plus difficile de leur carrière à cause du Delta. Il aura fallu le confinement pour que la tension baisse. Des signes d'accalmie qui se ressentent au sein des casernes. Immersion justement au sein de la brigade des pompiers de FAA avec Rouen Potour et Marcel Bonneau. Allô, c'est les pompiers. La brigade de FAA sur le qui-vive depuis 15 jours et pour cause, une vingtaine d'interventions quotidiennes, un véritable défi pour ces soldats du feu. On est monté sur, on va dire, 70% d'interventions et à cause du Covid. Donc après, sur le rythme, ça a changé. Donc même la façon d'intervenir, parce qu'on intervient avec du matériel spécifique, via les combinaisons, les RIR2, les masques. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc maintenant, c'est la 2e année où on est dedans. On connaît un peu mieux. Et puis la situation aussi de la façon d'intervenir, c'est beaucoup amélioré. Quand on fait la jonction de l'ambulance à 19h, l'équipe montante qui vient sur l'ambulance, elle est obligée aussi de faire sa vérification, que le matériel soit complet, le véhicule aussi qui soit en bon état de fonctionner. Après, ça devient une intervention comme les autres. Après, on a l'habitude aussi d'intervenir. Et en attendant le premier appel d'urgence pour la nouvelle équipe, on prend le temps de vérifier ses équipements, de se ressourcer. Des moments privilégiés en attendant de repartir à nouveau sur le terrain. Là, il n'y a pas d'intervention, donc on profite un peu d'un temps de pause.
Surtout qu'en ce moment, les temps de pause se font rares. Donc voilà. On reste toujours vigilant, on regarde les coéquipiers. Ouais, toujours, on regarde les copains d'autres communes, là, comment ils travaillent, et puis on fait tout le monde. Avec la crise sanitaire qui est actuellement, nos interventions se sont plus multipliées, notamment sur des malaises à domicile. Donc c'est des interventions plus liées à la Covid. Et au bilan de la journée d'hier, il y a eu 7 interventions au total, dont 4 sur personnes covidées, dont un décès à déplorer dans la commune de Fa'a. Et rappelons que la grande majorité des personnes décédées n'étaient pas vaccinées. À ce propos, les primo-vaccinés au Johnson vont devoir se faire une deuxième injection au Pfizer cette fois. Pour les plus de 65 ans et personnes à comorbidité, un troisième vaccin Pfizer sera nécessaire. C'est une recommandation de la Haute Autorité de la Santé. Pourquoi ce rappel et à quel moment est-il possible de le réaliser? On voit cela avec Kaline Liénard et Patrick Tsinsing. Après 65 ans, le système immunitaire est plus fragile. C'est le cas de Lina et de Tehiri. Elles ont plus de 70 ans et viennent de recevoir leur deuxième injection. Et quand on leur parle de rappel troisième dose... Je vais y aller pour la troisième dose. Pourquoi? Car ça s'est très bien passé pour la première et la deuxième dose. Tout cela pour me protéger moi, protéger ma famille, mes enfants et mes petits-enfants. J'y vais car j'ai un cancer. Cela renforcera mon système immunitaire, bien sûr. Ça ne va pas me guérir, mais ça va booster mes moyens de défense. Outre les plus de 65 ans, la liste des autres personnes concernées par cette troisième dose sont principalement ceux en longue maladie. Il s'agit des personnes qui sont immunodéprimées, les personnes qui ont des formes de cancer avancées, les personnes qui sont dialysées, les personnes qui ont des comorbidités importantes, les personnes qui, la situation de santé, peuvent les mettre en difficulté, c'est-à-dire des formes graves de leur pathologie. À partir d'octobre, toutes ces personnes pourront avoir un rappel 6 mois après leur deuxième dose, car le vaccin contre le Covid-19 a une efficacité limitée dans le temps. Dès le départ, déjà, le vaccin a été prévu pour 1 an. Et il s'est avéré que le vaccin a une efficacité limitée. La preuve, c'est Israël qui s'en est aperçu que le système immunitaire n'est pas très efficace, a beaucoup baissé. Et du coup, ils ont décidé une troisième dose, même aux États-Unis. Troisième catégorie de personnes éligibles à ce rappel, ceux ayant bénéficié du vaccin unidose Johnson. La Haute Autorité de Santé de Métropole recommande pour toute personne qui ont déjà eu un vaccin par le Johnson de pouvoir bénéficier d'un vaccin à ARN messager. Donc nous utilisons du Pfizer, mais il faut un intervalle de 4 semaines entre les 2 vaccins. La Haute Autorité de Santé a rendu cet avis le 24 août dernier. Ce communiqué est consultable sur leur site internet. Et ce samedi, 1520 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin sur l'île de Tahiti. Et la population des îles sous le vent n'a pas été épargnée non plus par le Delta. Il y a 2 semaines encore, les 7 communes de l'archipel enregistraient 1221 cas actifs, 25 hospitalisations et 4 décès. Depuis Arayatea, la commune de Taputapuate a installé des vaccinodromes et c'est le maire avec son conseil municipal qui sillonne les quartiers. Objectif, recenser, surtout encourager le plus grand nombre à se faire vacciner. Ambroise Colombani. À Opua, dans la commune de Taputapuatea, pour limiter la propagation du variant, un vaccinodrome éphémère a pour la première fois été mis en place. Le chapiteau sous lequel ont été invités les habitants de la petite commune accueillait déjà depuis 8 heures un bon nombre de volontaires à la vaccination. Ça nous permet aussi de rapprocher le service de la santé de la population qui, dans un premier temps, hésite un petit peu aussi à se faire vacciner. Il s'agit pour les élus communaux et les équipes médicales du centre hospitalier d'Uturoa d'intensifier la campagne de vaccination qui a déjà commencé à Averafaroa pour Hinefareatei depuis 2 semaines et soutenue depuis peu par une équipe de sapeurs-pompiers volontaires dépêchés de la métropole en renfort. Alors sur Rayatea, nous sommes 3 en soutien pour les centres de vaccination. Okay. Alors on a été déployés en Polynésie sur la demande d'ici. L'État français nous a envoyés ici.
Et on est venu à hauteur de 24 personnes sur Tahiti. Et actuellement, on est divisé en plusieurs petits groupes sur quelques îles sous le vent. À la disposition du personnel soignant ce matin, plus d'une centaine de doses. Des vaccins très attendus par de nombreuses personnes, motivées par la crainte du pire, accentuée par le caractère fulgurant de la maladie Covid-19. Autant admettre que les mentalités ont aussi évolué du côté des indécis. Il y a une certaine liberté, il y a une liberté à tout le monde de faire un choix. Mais par rapport à l'explosion de l'épidémie, dans la Polynésie, de par le monde aussi, et notamment ici aux îles sous le vent, il n'y a pas d'autre solution que de passer par la vaccination. Si la population de Tapu Tapu Attea prend conscience petit à petit de l'importance de la prévention de la vaccination contre le virus, le maire de la commune s'en réjouit mais ne baisse pas les bras pour autant. Je viens de voir avec l'infirmier si on ne pouvait pas faire des recensements. Des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc si on ne peut pas mettre une équipe, une infirmière, accompagner nos guides sanitaires, de recenser et de se déplacer dans les foyers pour continuer la vaccination. À ce jour, sur l'ensemble du territoire de Tapu Tapu Attea, on dénombre plus de 400 personnes vaccinées en l'espace de 2 semaines. Et vous le savez, les restrictions sanitaires impactent toute l'économie. Cela se ressent aussi à Uapo, aux Marquises. Comme tout secteur touristique, l'Aranui 5 peine à remplir ses caisses. Depuis près d'un mois, le navire a effectué 3 voyages vers les Marquises sans aucun touriste à bord, essentiellement du fret. Ambiance morose à Uapo. Lorenzo Marama et Lionel Tehamwana. C'est l'effervescence sur le quai de Hakahau. Entre les allées et venues des chariots, le déchargement des marchandises, la population est soumise aux obligations sanitaires mises en place par la commune de Uapo. C'est toute l'économie de l'île qui est touchée de plein fouet. Au centre artisanal du village, lieu prisé par les touristes à chaque arrivée de l'Aranui, les artisans ne se font pas d'illusions. Cette crise sanitaire a non seulement gangréné leurs revenus, mais elle a aussi réduit au silence les pahou et les chants en ce lieu habituellement animé. C'est assez triste, ça a créé un vide parce que c'est un centre très très dynamique où il y a beaucoup d'activités. Chaque fois que l'Aranui arrive là, même ceux de Tahiti et d'ailleurs, sont surpris par la beauté du site, les activités exercées dans le site, et les sculptures, les artisans et tout ça. C'est vraiment, à chaque fois qu'il y a l'Aranui, c'est une fête. Et aujourd'hui, comme vous avez constaté, c'est le vide, c'est presque le silence. Donc c'était un manque à gagner très important. Et tu vois que les artisans sont assez tristes. Depuis cette crise, c'est très difficile pour nous, sur l'île de Uapo, de vivre ça sans touristes, quoi. On va dire c'est 60% de chiffre d'affaires qu'on a plus dans la caisse depuis qu'on a vécu la crise sanitaire. Même constat du côté des agriculteurs. Malgré le maintien du fret maritime, leurs exportations vers Tahiti chutent de manière drastique. Ma cliente m'a appelé comme quoi il faut baisser le kilo des fruits à cause du confinement, parce qu'ils ne peuvent pas trop déplacer. Et c'est ça le risque, quoi. Et ils ont peur qu'ils ne peuvent pas tout vendre. C'est ça le grand problème. Mais n'allez surtout pas croire que les îles Marquises sont à l'agonie. Pas du tout. Cette crise sanitaire n'est pas synonyme de situation catastrophique. Mais cela n'a pas empêché quand même nos artisans, parce qu'ici, on ne peut pas vivre simplement d'une monoculture. On est polyvalent. Voilà ce qu'il faudrait, c'est que le marquisien ici à Uapo, c'est un débrouillard. Voilà. Donc, on ne va pas dire qu'ils vont crever de faim. Une chose est sûre, la reprise des croisières sera très attendue, tant pour les artisans que pour les autres professionnels de l'île. Voilà une reprise que l'on espère pour très bientôt. Je vous le disais en titre, en ce 11 septembre, l'Amérique rend hommage aux victimes du World Trade Center. Le 20e anniversaire des attentats coïncide avec le retrait d'Afghanistan et les incertitudes liées à la crise du Covid-19. Mais ce 21 septembre 2001, un Polynésien, Moetai Broderson, était présent lorsque 2 avions de ligne étaient lancés sur les Twin Towers. Voici son témoignage. Ce 11 septembre devait être un jour comme les autres. Moetai Broderson, informaticien à l'époque, s'engouffre dans le train qui le mène de sa banlieue résidentielle jusqu'à Grand Central Station au cœur de New York.
Il est un peu plus de 9h et il a rendez-vous au World Trade Center. On arrive à Grand Central, puis à ce moment-là, je sors et machinalement on est tous dans la rue, on marche et je vois comme tout le monde, je vois le deuxième avion qui percute les tours jumelles. Moi j'ai toujours rendez-vous dans la tour B. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc on se dit déjà, c'est un incendie, les pompiers vont maîtriser ça, c'est New York. Et je continue à marcher vers la tour B. Et puis là, la première tour s'effondre. Une scène complètement incroyable. Les gens tombent à genoux. J'arrive finalement assez près. Quand cette deuxième tour s'effondre. Et là, c'est l'apocalypse parce qu'on est tous soufflés d'abord par cette tour qui s'effondre et on est tous blancs. En 20 ans, la sidération est passée. Le traumatisme, lui, est toujours là. Devenu député, l'homme vit avec le fardeau des images et des sons de la catastrophe encore dans sa tête. Quand vous avez vu les gens, parce que moi je les ai vus, courir à droite, à gauche, puis finalement sauter en se tenant les mains, vous n'oubliez pas. Et l'avion, c'est toujours difficile aujourd'hui? Demain, je vais prendre l'avion pour rentrer chez moi. C'est la première fois depuis 2001 que je vais prendre l'avion en septembre. Aujourd'hui, il essaye de porter un regard apaisé sur l'événement. À chaque fois qu'on se voyait. Moi, j'ai pour credo, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc, même si pendant des années, et encore aujourd'hui, il m'arrive de faire des cauchemars en y pensant, ça me donne une... Voilà, ça me donne une force qui m'anime quelque part. Et ce 11 septembre 2001, 60 policiers, plus de 300 soldats du feu et près de 3000 civils ont perdu la vie. Aux États-Unis, les commémorations se prolongeront encore quelques jours. Retour au Fénois avec une histoire pas commune, celle de Reimana Mairoto, plus connu sous le nom de Skanos, un sans-abri qui est passé de l'ombre à la lumière grâce à ses vidéos sur TikTok. Des publications qui font du bien au moral. Skanos a malheureusement été victime d'une agression hier soir à Papeete. Nous le découvrons à travers le regard de ses compagnons, Jeanne Piquet-Pouira et Patita Savia. Ne cherchez pas à le voir, Skanos ne transmettra pas sa joie de vivre ni aujourd'hui ni demain. Le SDF TikToker de l'alphabet, célèbre pour ses posts, a été victime d'une agression physique. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été réveillé par les lumières de l'ambulance, sans savoir que c'était pour lui. Je me suis levé, je me suis avancé, et c'est là que j'ai vu le propriétaire du restaurant au-dessus de Skanos. Ensuite, je l'ai vu se faire embarquer. Skanos est transporté vers l'hôpital. Sur le trajet, il demande à faire un TikTok avec les ambulanciers, sauf qu'il s'est fait voler son portable. C'est que le trentenaire SDF a des fans. Il réalisait ses TikTok tout seul. Quand ça lui prenait, il se mettait à danser devant son portable. Je l'entendais rire et ça me faisait plaisir de l'entendre rigoler. Et puis les gens ont commencé à le suivre. Il venait jusqu'ici pour un autographe. Vraiment, il était devenu célèbre et on descendait de loin rien que pour se prendre en photo avec lui. Et lui, il publiait tout ça sur TikTok. Sa joie de vivre est contagieuse, témoigne un ami SDF. Elle séduit jusqu'au propriétaire du restaurant qui lui offre de se connecter à son réseau. Mieux, Skanos invente son propre système de recharge. Il a trouvé un système ingénieux, hein. Voilà, et puis nous on s'est adapté aussi comme ça. Donc on recharge nos mini grâce à la batterie. Et c'est Skanos. Et il y a une phrase en particulier qui marque les gens. Est-ce que tu le tiens, toi, la phrase de Skanos à chaque fois? Il y en a plein, hein. C'est Alléluia, tu vois, voilà, c'est Skanos in the place. C'est plutôt ça, hein. Ça il le dit souvent. Hein.
Les jours de Scanos ne sont pas en danger et avis aux bienfaiteurs avec 4086 fans, 8300 followers et près de 118 000 likes. Scanos est un influenceur malgré lui qui vaudra son pesant d'or en matière de marketing commercial. Mais je veux juste que tu saches, c'est que si je dis ça, j'ai que mon message, c'est la paix, l'amour, la foi. De ces 3 mots, je suis otage. Voilà Scanos, un influenceur pas comme les autres. Une page d'histoire pour clore ce journal, le bataillon du Pacifique. Tout le monde connaît leur participation à la Seconde Guerre mondiale. Mais d'où viennent ces hommes? De quelle couche de la population sont-ils issus? Une approche sociologique développée par Yacine Benalima, un jeune historien aux origines polynésiennes. Il a publié ses travaux de master dans un ouvrage aux éditions L'Harmattan. Rencontre avec Éric Sintas et Emmanuel Gire. Dans la tête de ce jeune historien, beaucoup de choses se bousculent, mais des certitudes apparaissent. Être dans le vrai, l'authentique, Yacine Benalima a rédigé son mémoire de master en histoire contemporaine sur le bataillon du Pacifique par un prisme très personnel. Les anciens du bataillon du Pacifique parlaient assez peu de la guerre, donc je m'y suis surtout intéressé à travers les papiers, les documents que ma grand-mère gardait, donc sa fille, son dossier militaire que j'ai trouvé chez elle, et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à ce que mon arrière-grand-père a fait pendant la guerre et au parcours de son bataillon. William Grant est son arrière-grand-père, ordonnance du commandant Broche, le créateur du bataillon, à ses côtés lorsque celui-ci fut tué dans son bunker à Bir Hakeim en 1942. Grant, blessé, survécu. Naturellement, le fils du commandant Broche a préfacé ce livre. On a trop souvent tendance à oublier que la France libre a surtout été constituée par les gros bataillons venus d'outre-mer. Pas des gros bataillons relativement, mais en tout cas par des unités venues d'outre-mer, qui ont permis à De Gaulle d'apparaître comme un allié à part entière. Donc c'est vraiment un ouvrage, vraiment une source essentielle pour l'histoire de la France libre. Jean Montpezat a connu beaucoup d'anciens du bataillon du Pacifique. Haut commissaire de nombreuses années dans le Pacifique, il se souvient des récits de ces hommes qu'il avait côtoyés une fois rentrés chez eux. Pour l'armée française, ce sont des combattants. Ce sont des guerriers extraordinaires. Et ça, c'est la France qu'on aime. Et ça, c'est aussi l'engagement des gens d'outre-mer. La mort n'est rien. La mort n'est rien. C'est le cycle de la vie. On se bat. Et ils se sont battus dans des moments où beaucoup de Français hésitaient à se battre. Dans les années 70, 80 et même avant d'ailleurs, on faisait beaucoup de l'histoire bataille, c'est-à-dire qu'on s'intéressait aux mouvements, aux chefs, aux unités en tant que telles, mais pas vraiment aux volontaires, aux soldats, à ce qu'ils faisaient, à comment est-ce qu'ils vivaient la guerre, etc. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce bataillon. Yacine rentrera en Polynésie l'an prochain pour préparer sa thèse de doctorat sur la France libre dans le Pacifique, continuant son chemin d'exploration. Voilà, c'est sur cette belle histoire que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Pour mieux s'armer contre le variant Delta, les primo-vaccinaux Johnson vont devoir se faire une 2e injection Pfizer. Un 3e vaccin Pfizer sera également nécessaire pour les plus de 65 ans et les personnes à comorbidité. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre votre série colombienne Bolivar. Belle nuit sur la première et prenez soin de vous et de vos proches. On se quitte en musique. Je vous laisse apprécier. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.